Je m'appelle Yasmine Douazi et je vais animer les échanges. Avec nous, nous avons Faiz Djouli, qui est CEO et cofondateur de Holysium, cabinet de cybersécurité. Nous avons avec nous Madame Valéria Faure-Montien, qui est députée et qui représente également Women in Cyber Security. On a avec nous Hervé Constant, qui est directeur des systèmes d'information de GRT Gaz, et Marc Mossé, qui est senior directeur Government Affairs pour Microsoft. Alors, pour rappeler très rapidement le contexte du DMA, donc ça a été publié le 15 décembre dernier. Donc c'est un règlement qui a pour objectif de mettre en place un contexte juridique moderne pour les entreprises et pour les plateformes surtout. L'objectif, c'est de sécuriser les utilisateurs, c'est de permettre d'avoir une compétitivité dite éthique. Elle devrait normalement aboutir en 2022, en début 2022, ce qui explique qu'aujourd'hui, c'est le temps donc, de la discussion et du débat. Ma première question donc, se tourne plutôt vers Madame la députée. Lorsqu'on regarde le texte, on se rend compte que c'est un texte qui a été construit de façon plutôt pragmatique, qui a pris en considération la situation actuelle, qui est un marché dans lequel on a un très petit nombre qui domine. Qu'est-ce que vous entendez par gatekeeper? Quelle est la définition auquel se réfère le texte et qui sont-ils? Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, je vais commencer par le rapport que la France a publié sur le sujet de la concurrence et la régulation des plateformes numériques qui a été publié à l'été avant la publication des textes européens. Donc la France a pu, en tout cas les parlementaires français ont pu s'exprimer sur le sujet. Et on avait défini en la matière les gatekeepers par un faisceau d'indices en termes de nombre d'utilisateurs, en termes de chiffre d'affaires. Et c'est exactement là-dessus que s'est positionné aussi le DMA européen pour pouvoir justement ne pas viser des entreprises en particulier, mais bien une position dominante sur le marché et donc une façon d'organiser le marché sous sa coupe et pouvoir fixer les règles du dit marché. Et pour objectiver cette définition, il a fallu quand même fixer des règles plus tangibles qui sont le nombre d'utilisateurs, le chiffre d'affaires, la présence sur le territoire européen. Donc, je pense que la plupart des pays convergent vers cette définition qui reste souple parce que le monde digital est en évolution constante et ce n'est pas parce que des gatekeepers existent aujourd'hui sur notre marché que d'autres ne peuvent pas le devenir et cela disparaître au profit des disrupteurs de marché. Donc il faut faire de la souplesse, en tout cas de la réglementation dans la souplesse du digital, faute de quoi on ne sera pas efficace sur du moyen et long terme. Et on sera efficace éventuellement sur du court terme, mais ce n'est pas le but des réglementations européennes. Merci beaucoup. Alors, vous parlez donc de chiffre d'affaires, d'entreprises qui sont dominantes sur le marché, ce qui nous amène finalement à se tourner vers Marc Mossé, représentant donc de Microsoft. Donc, Microsoft, évidemment, se sent concerné, mais comment se sent-il concerné par cette définition des gatekeepers? Bonjour, merci d'abord de nous accueillir, merci de la question. Donc, non, pour être très clair à cet égard, nous avons accueilli favorablement le DMA, au sens où effectivement on est dans un environnement qui conduit à ce qu'il faille introduire une nouvelle régulation par rapport à son d'acteurs, et c'est la définition qui est retenue par le DMA, qui sont des intermédiaires entre les business users et les end users, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, pour bien serrer ce qu'est un gatekeeper. Et effectivement, on est face à des plateformes qui, d'une certaine manière, ont un impact majeur d'un point de vue économique, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue démocratique, même à certains égards, si on pense au pluralisme des médias, à l'accès à l'information. Donc il y a là des enjeux qui sont même parfois des enjeux qui ont attrait à la souveraineté de l'Europe. Donc d'une manière générale, nous avons bien accueilli le DMA qui, et ça je crois que c'est important à avoir à l'esprit, est un processus de régulation ex ante qui ne fait pas disparaître le droit de la concurrence tel qu'il existe, il vient le compléter. Ce qui fait que du coup, il est important, et je crois que ça on doit tous le garder à l'esprit, il est important que le DMA, dans les définitions, les concepts qu'il utilise, les situations qu'il tend à appréhender, soient précis et clairs pour que la frontière entre ce qui relève de la régulation ex ante et du droit de la concurrence robuste que l'Europe a construit au cours des années, que nous connaissons bien chez Microsoft, et permettent effectivement de ne pas créer de confusion. À cet égard, je pense que c'est important de bien garder à l'esprit que les gatekeepers, au-delà des critères que Madame la députée a évoqués, sont bien des intermédiaires entre les business users et les end users, et qu'il s'agit bien d'appréhender ce type de comportement. Sans doute pourrait-on aller un peu plus loin sur un certain nombre d'aspects. Deux, et je terminerai par là. Le premier, c'est
lorsqu'on évoque, par exemple, les moteurs de recherche, de faire bien attention que le DMA ne vienne pas, d'une certaine façon, remettre en question la possibilité pour les challengers d'avancer. Et d'une manière générale pour les réseaux sociaux, parce que le critère du nombre d'utilisateurs peut être un critère qui crée finalement des déséquilibres et empêche des challengers d'émerger. Parce que ce qui est important, c'est que le rôle d'intermédiaire du gatekeeper empêche l'accès d'autres au marché ou empêche de remettre en question des positions effectivement de gatekeeper. Donc ça, c'est important. Et je donne un exemple pour être très, très simple. Si vous prenez le moteur de recherche Bing, sans doute en nombre d'utilisateurs, il remplit l'un des critères. Mais si on compare à un autre moteur de recherche comme Google en Europe, Bing, c'est moins de 5%, Google, c'est plus de 90%. Est-ce qu'il faut traiter deux acteurs de la même manière dans ces circonstances-là? C'est une question qui se pose pour l'effectivité, l'efficience, l'impact de ce texte. Mais pareil, sur des réseaux sociaux. Est-ce que Instagram, Twitter, Pinterest, qui ont beaucoup d'utilisateurs, sont des must-have sur le marché de la publicité? Pas nécessairement. C'est des questions à se poser pour que les critères ne viennent pas finalement figer des situations qui empêcheraient des nouveaux acteurs d'émerger. Ça, c'est un premier point. Et sans doute, parce qu'on parle des moteurs de recherche, qui ne seraient pas indifférents de viser à ce qu'on puisse créer une obligation qui empêche les moteurs de recherche, certains moteurs de recherche par exemple, de créer des bundles ou des avantages pour qu'on les présente par défaut, de sorte que là aussi, ça empêche un petit peu l'accès d'autres acteurs. Mais d'une manière générale, je crois que ce qui est important de retenir, c'est que le DMA est un texte important. Je crois que pour les acteurs américains, c'est aussi tout à fait indispensable de comprendre que l'on doit agir en s'alignant sur les règles européennes. Et ça, c'est un élément tout à fait essentiel. Mais que le DMA, dans une logique qui me paraît la bonne logique, soit dans les mois qui vont séparer son adoption définitive et maintenant, en situation de clarifier certains points, d'éviter les confusions entre les règles, maintiennent bien la distinction entre la régulation ex ante et le droit de la concurrence, et permettent finalement de résoudre la question qui a été posée, qui est posée dans l'étude d'impact très clairement par la Commission, et que l'on s'en tienne à ce qui permette véritablement de régler cette question, qui est une question essentielle, qui n'est pas simplement économique, hein, je termine par là, mais qui est aussi sociétale, qui est aussi démocratique. Merci. Alors, le DMA inclut le cloud comme une catégorie potentielle de services caractérisant les gatekeepers. On en parle énormément du cloud, mais je voulais poser la question à justement Hervé Constant. En tant qu'utilisateur professionnel, c'est quoi pour vous exactement le cloud ? Oui, alors je ne vais pas redéfinir le cloud. On avait juste avant OVH et Google qui l'ont très bien fait, mais vu effectivement d'un utilisateur que nous sommes, utilisateur professionnel, industriel, même si on est un peu particulier puisqu'on a des missions de service public, donc on a un rapport au cloud qui est un petit peu différent certainement des autres. À quoi ça nous sert ? Ça nous sert déjà d'éviter de concevoir, d'exploiter et de construire et d'exploiter des infrastructures qui sont très complexes, qui nous prennent beaucoup de temps, parce qu'on a beau être une entreprise régulée française, on n'est pas d'une grande taille, donc ça nous prend beaucoup de compétences, et c'est vrai que de pouvoir mettre ces compétences plutôt en apport de valeur pour les métiers, pour une DSI que nous sommes vis-à-vis de nos métiers. Alors je n'ai pas dit, mais GRTgaz, c'est le transporteur de gaz en France, enfin un des deux transporteurs de gaz en France, mais le plus gros des deux. Voilà, donc ça nous permet, nous, de pouvoir utiliser quelque chose de mature, quelque chose de sûr, quelque chose de disponible, avec une vraie qualité, en gros quelque chose de performant, que nous aurions réellement du mal à construire avec ce même niveau de sécurité, de performance, si on devait le faire nous-mêmes. Donc ça nous sert à ça nous sert donc à nous consacrer plutôt à travailler avec nos métiers pour essayer de leur proposer des solutions qui leur correspondent le mieux. Et qui sont d'ailleurs, pour celles qu'on construit et qu'on commence à construire, parce que tout à l'heure j'entendais que l'État va mettre le cloud au centre. Nous, ça fait une petite dizaine d'années à GRTgaz qu'on l'a fait. On en est très satisfait d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on commence à avoir la possibilité de construire de nouvelles applications en cloud native et donc de pouvoir profiter justement de tout ce que peut apporter le cloud en termes de solutions pour nos employés, pour nos clients, qui sont de la même qualité que celles qu'on peut avoir pour le grand public. Donc voilà en gros à quoi ça nous sert, vu d'un utilisateur comme nous.
Merci. Alors, c'était important de revenir sur cette définition parce que ça me permet justement de demander à Faiz Djilouli, au vu de cette définition, est-ce qu'on doit réellement inclure le cloud dans le DMA ou est-ce qu'on devrait plutôt laisser faire les marchés, voir des initiatives apparaître? On peut penser notamment à Bleu, entre Capgemini et Orange, à Gaia-X également, pour voir apparaître notamment un cloud souverain, alors européen ou français. Merci de me poser, merci beaucoup Madame la députée. Donc merci de me poser cette question, d'autant qu'elle est très difficile à répondre. Et on est plus sur le domaine de la croyance. Et effectivement, monsieur l'avait très bien décrit tout à l'heure, que nous sommes dans un monde qui porte un certain nombre de... si on s'appuie uniquement sur des critères, effectivement, ça va être un petit peu compliqué d'être équitable tout le temps. Parce qu'effectivement, ce sont des critères assez arbitraires. On trouvera toujours des contre-exemples, mais je pense que la dynamique de fond, elle est bonne. Et le fait d'inclure le cloud, ce qui n'était pas prévu, il me semble, dans un premier temps, et ensuite ça a été rajouté, je pense que c'est une réponse un peu par défaut qui a été, à mon avis, positionnée afin de pouvoir traiter une sorte de malaise à de multiples dimensions. Je vais en citer que deux peut-être. Sur le plan économique, par exemple, aujourd'hui, l'on rencontre un certain nombre de problèmes d'interopérabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un end client, par exemple, qui trouve un solver ou un moteur de data mining intéressant chez Google, mais qui souhaite quand même rester chez Microsoft pour pouvoir traiter ses données, eh bien, il va avoir du mal à trouver des API permettant l'interopérabilité entre deux clients. Et là, on ne parle pas de GAFAM contre le reste du monde, on parle bien de problématiques terrain pour l'intérêt des utilisateurs et qui sont forcément confrontés à un certain nombre de problématiques face à des acteurs qui sont verticalement intégrés. Alors on ne peut pas leur en vouloir, eux, les GAFAM aujourd'hui, ils jouent leur jeu et c'est tout à fait normal qu'ils puissent jouer leur jeu. Ce n'est pas à eux de légiférer, justement, il y a une puissance publique qui est là pour cela et c'est tout à fait normal qu'ils participent au débat. Effectivement, dans ce débat-là, pour ne pas se tromper, il faut avoir en tête effectivement les finalités. Et donc ces finalités, je viens d'en citer une qui est de l'ordre économique et je pense que ça va booster l'économie et booster la concurrence que de permettre, voire d'imposer une certaine interopérabilité sur un certain nombre de nœuds essentiels en fait, de la chaîne de valeur. Et le cloud, il me semble difficile en tout cas, à moins que vous me convainquiez du contraire, de l'exclure en fait, de cette logique-là. Le deuxième aspect, il est beaucoup plus politique, à mon avis. Pourquoi politique? Parce qu'aujourd'hui, on voit l'apparition d'un certain nombre de droits extraterritoriaux. Je ne pense pas uniquement au Cloud Act, je pense également au RGPD. Donc on le voit positivement du côté européen, mais c'est un droit extraterritorial puisqu'il s'applique, son territoire d'application, ce sont les données appartenant à des citoyens européens, quelle qu'en soit la localisation dans le monde entier. Donc c'est un droit extraterritorial d'une certaine manière. Et puis le Cloud Act qui, comme vous le savez tous, effectivement, c'est un droit qui ne pouvait pas, en fait, permettre à certains géants, et moi j'aimerais pas être à la place de Microsoft, d'être confronté à des droits qui sont contradictoires et qui, du coup, il va falloir choisir le bâton par lequel je vais me faire frapper, quoi. Donc effectivement, il y a peut-être que la réponse, effectivement, elle est dans le fait de légiférer afin de pouvoir favoriser l'émergence de cloud souverains auxquels potentiellement des acteurs qui, à mon sens, ne souhaiteraient que s'extirper un peu des contraintes légales, eh bien, puissent pouvoir l'appliquer. Donc, que ce soit des GAFAM ou pas. Donc, le débat, il n'est pas GAFAM contre le reste du monde, c'est vraiment les usages, les intérêts des personnes sur le plan démocratique, des individus, des entreprises sur le plan du développement business et de la valeur qu'ils peuvent extraire des différentes innovations qui sont très très bien, et la possibilité de faire émerger donc de nouveaux acteurs économiques. C'est d'autant plus que le monde numérique est très propice à cela. On a vu il y a quelques années la valeur de WhatsApp dépasser la valeur boursière de Peugeot, qui est pourtant un groupe
mondiale, etc., eh bien, ça montre bien qu'il y a le monde du numérique, le monde de l'immatériel répond à des paradigmes, on va dire, qui sont très différents de ceux auxquels on a l'habitude de fonctionner. Peut-être qu'il faut justement changer de paradigme et réfléchir avec, en tout cas sur ce sujet-là, avec des données qui sont différentes, une grille de lecture qui est différente. Alors, vous avez été bien inspiré de vous tourner vers Microsoft pour cette question, puisqu'effectivement, Microsoft participe activement justement à ce texte-là, en tout cas à sa relecture, à sa consultation. Ils sont, comme vous le disiez d'ailleurs, Marc Mossé au départ, favorables au DMA, à ceci près qu'ils s'opposent justement à inclure le cloud. Alors, Marc Mossé, pourquoi cette opposition? Alors, il y a deux manières d'y répondre, d'une manière très simple et une manière plus prospective, comme vous venez de le faire à cet instant. C'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, on supporte le DMA parce que le DMA a une logique, une cohérence. Et il ne s'agit pas simplement d'une réglementation, il s'agit de faire du droit. Et le droit, c'est aussi un esprit de cohérence et de logique, sans quoi on risque ensuite d'avoir des difficultés de mise en œuvre et d'application, et d'insécurité juridique qui d'ailleurs bien souvent viendra pénaliser plutôt les petits acteurs qui ont du mal à naviguer dans un environnement juridique et réglementaire complexe. Donc le principe de simplicité et de clarté doit demeurer, me semble-t-il, le principe autour duquel doit s'organiser le texte. Et de ce point de vue-là, le DMA a une logique très cohérente. Et je pense qu'il faut la conserver. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure au début de mon intervention, c'est l'enjeu de véritablement appréhender les circonstances d'intermédiation par ces plateformes, les fameux gatekeepers. Et vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, le cloud computing n'était pas envisagé au départ, il n'était pas mentionné dans l'étude d'impact parce qu'il n'était pas dans cette logique-là. Et ce n'est pas un ensemble de services qui rentre dans cette logique-là. Les services de cloud computing, ça va être vrai pour les services de Microsoft, on peut penser à Azure, à AWS, à Google, à IBM Cloud, vous parliez d'OVH tout à l'heure, on peut multiplier les exemples, qui ne sont pas que des acteurs américains d'ailleurs, ne sont pas en situation de rentrer dans la logique initiale et qui est le cœur du DMA, pardon, je sais en français, en anglais, du DMA. On fait tous pareil. Voilà, le facteur de jour de fête. Qui est toujours cette vision américaine d'efficacité, rapidité, agilité. Donc, mais c'est cette idée qu'on doit conserver cette logique. Et donc, le cloud computing ne fait pas partie de cette logique des intermédiations entre les business users et les end users. Et ça, c'est un premier élément qui me paraît tout à fait important à garder à l'esprit. Par exemple, si prenez Azure, vous développez une application de jeu sur mobile sur Azure, il y a un end-user qui est le développeur de l'application. La plateforme de cloud, le cloud provider, il ne sait rien du nombre de users qui vont utiliser l'application de jeu sur mobile, et on ne peut pas comptabiliser les utilisateurs de cette application de jeu mobile dans les utilisateurs de la plateforme de cloud. Donc, comment on va calculer les seuils? Enfin, c'est très compliqué. Vous prenez Azure, il y a plus de 200 produits sur Azure. Donc, comment on peut dessiner, là encore une fois, la cohérence qui est recherchée? Donc, je pense que de ce point de vue-là, le DMA n'est pas le bon texte pour adresser les questions que vous avez posées. Parce que ça, c'est la manière, pas plus longue, je vous rassure, et un peu plus prospective de s'intéresser à ces discussions-là, parce que vous avez posé d'excellentes questions. Mais ça n'est pas dans le DMA qu'elles peuvent être adressées. Vous avez évoqué le Cloud Act, vous avez évoqué le RGPD. Ce sont des questions qui trouvent partie de leur réponse dans le RGPD. Déjà, le Cloud Act et le RGPD sont intimement liés. Il y a tout un ensemble de discussions. On voit le Data Act qui arrive. Il y aura le Cloud Rulebook. Donc, il y a tout un ensemble de textes qui vont permettre d'appréhender les questions que vous posez. Avec, me semble-t-il, et ça c'est un point auquel on doit demeurer très attentif. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas simplement la question du cloud. Ce qui est en jeu, c'est la transformation numérique de l'Europe, le succès de l'Europe dans cette transformation numérique, sa capacité à faire émerger les acteurs européens et d'aider les acteurs de l'économie, je n'aime pas dire traditionnelle, mais de l'économie non numérique stricto sensu, à être
successful dans l'économie de demain. Et ce qui va se passer avec cette transformation numérique, c'est qu'en réalité, beaucoup des entreprises qu'on connaît aujourd'hui vont devenir des cloud providers, vont devenir d'une certaine façon des cloud providers. Et le risque, c'est qu'en ayant, en floutant les frontières entre les différents concepts, en mélangeant les objectifs d'un texte avec d'autres sujets, on risque de ne pas répondre aux questions posées et de créer des difficultés pour d'autres acteurs. Donc je pense que ce n'est pas l'opposition à ce que le cloud computing soit dans le DMA, c'est de garder au DMA sa cohérence, sa logique, et de faire en sorte que les questions qui peuvent se poser par ailleurs soient effectivement adressées dans les textes qui sont en préparation à d'autres moments. Je pense que c'est un gage d'efficacité du droit. C'est un gage d'efficacité du droit. L'enjeu, ce n'est pas la réglementation, c'est le droit. C'est un petit peu différent. Le droit, c'est un esprit système, un esprit de logique, un esprit de cohérence, avec des objectifs, et vous l'avez très bien dit, on poursuit un objectif, le DMA poursuit un objectif, et donc il ne faut pas essayer de faire tout rentrer au motif que c'est un texte important, en se disant on doit tout appréhender, il faut qu'on garde une cohérence à l'ensemble pour que le DMA, d'ailleurs, soit encore plus efficace par rapport à son objectif. Alors, au vu de ces éléments que vient de nous apporter Marc Mossé, vous, Madame la députée, vous en pensez quoi de cette proposition, en tout cas des arguments qui ont été avancés? Alors, à l'époque de la réalisation du rapport au Parlement français, on n'avait pas inclus la partie cloud dans notre réflexion. On ne l'avait pas identifié. Ce qu'on avait attaqué, en tout cas, c'est la réflexion sur la pertinence du droit de la concurrence vis-à-vis de l'économie numérique. Alors, c'est un abus de langage, parce que n'importe quel économiste vous dira que ça n'existe pas, l'économie numérique. Mais à un moment donné, il faut bien qu'on embrasse un petit peu les acteurs digitaux de l'économie digitale. Et donc, on utilise ce terme-là qui n'existe pas dans la recherche fondamentale. Donc, en l'occurrence, on avait exclu, en tout cas, on n'avait pas inclus le service du cloud comme étant problématique du point de vue du droit de la concurrence. Et surtout, autant que gatekeeper, enfin, les fournisseurs de services cloud n'étaient pas pour nous dans la définition des gatekeepers, parce qu'il n'y a pas le sentiment de fermeture de marché. Maintenant, ce que le DMA cherche aussi à faire, ce n'est pas uniquement la régulation du marché pour la possibilité d'équilibrer le droit de la concurrence, il cherche aussi à créer de l'interopérabilité. Et ça, c'est une question fondamentale. L'interopérabilité est une question majeure pour l'évolution de la digitalisation de l'Europe et des acteurs économiques. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a un sens. Maintenant, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que le DMA, comme le DSA d'ailleurs, et comme d'autres textes qui sont présentés aujourd'hui, sont des textes bruts, qui sont en cours d'évolution et qui évolueront jusqu'à leur adoption définitive. Donc, ils génèrent énormément de débats, de consultations et aussi d'amendements de la part du Parlement européen. Donc, c'est des textes qui vont encore, on peut en parler tous les jours, à chaque jour, on aura une nouveauté et on n'aura pas de certitude sur l'état du texte jusqu'au son vote final. Donc, il ne faut pas spéculer sur telle ou telle proposition qui peut être inscrite ou pas, votée ou pas, mais plutôt argumenter et poser des principes. Et le principe, les buts qui sont poursuivis par le DMA, c'est la régulation ex ante. Et ce que moi je trouve dommageable, c'est qu'on ne s'est pas attaqué au droit de la concurrence directement au travers de ce texte-là, parce que la définition du marché pertinent, la définition de seuil n'ont plus de sens en ce qui concerne la digitalisation et les acteurs de l'économie digitale. Donc, je pense qu'on aurait dû commencer par la révision du droit de la concurrence et par déterminer un certain nombre de définitions, et notamment sur le capital immatériel des entreprises, qui est la data, qui a besoin d'être définie, qui a besoin juridiquement d'une définition et d'être inscrit dans les textes. Et à partir de là, on aurait pu travailler sur les gatekeepers. En tout cas, c'est ce que nous avions recommandé en France, travailler sur le positionnement des gatekeepers qui enferment des marchés multifaces, parce que, pardonnez-moi, parce que le consommateur final est impacté systématiquement par les relations
en B2B2C, et c'est celui-ci qu'on veut préserver. Quand on dit que le DMA est là pour favoriser l'émergence des acteurs européens, on ne fait pas de loi pour voir nos acteurs potentiels évoluer. Ce qu'on veut, c'est un équilibre de marché et que le droit de la concurrence soit applicable sur tout type de marché, en physique comme en digital. C'est ce but-là qui est poursuivi par le DMA. Et donc, dans ce cadre-là, le cloud, logiquement, pourrait faire partie du texte. Alors, est-ce que vous pensez que les moyens et contrôles coercitifs qui sont mis en place peuvent réellement permettre de protéger ce marché ou économie numérique dont vous parliez et éviter donc ces comportements anticoncurrentiels? Aujourd'hui, le DMA prévoit que l'exclusivité, en tout cas la compétence de contrôle, se fait par la Commission européenne. Est-ce qu'on peut imaginer une situation où cette compétence est partagée entre la Commission européenne et les autorités nationales? Comme pour le droit de la concurrence, une subordination est possible entre l'autorité de la concurrence nationale et la Commission européenne. Maintenant, le positionnement le plus logique, c'est que ce soit la Commission européenne qui règle des sujets concurrentiels et d'interopérabilité sur l'ensemble du territoire. D'une, ça nous évitera des interprétations, et on a vu avec le RGPD, malgré la transposition directe dans le droit national, des interprétations d'une autorité à l'autre sont tout à fait différentes. Et la mise en application également. Donc, si ça ne se fait pas au niveau européen directement par la Commission, on risque d'avoir des distorsions de concurrence qui s'exercent d'un pays à l'autre. Donc, il vaut mieux que ça se fasse au niveau européen, ce qui n'empêche que l'apporteur d'affaires au niveau de la Commission pourrait être l'autorité de contrôle nationale qui est avertie d'une problématique particulière et qui le soumet à la Commission, et que les affaires dites petites, ou en tout cas concernant vraiment un secteur géographique, soient subordonnées par la Commission à l'autorité locale. Mais en tout cas, le centre névralgique de ces questions-là, vu les enjeux, la taille des entreprises, et le nombre d'utilisateurs impactés doit se trouver à la Commission. Et ça, là-dessus, on était très clair aussi en France. Merci beaucoup. Alors, lorsqu'on parle de DMA, on parle également de souveraineté numérique. Et le constat est assez simple. Aujourd'hui, on n'a pas de GAFAM ou de BATX en Europe. Et donc, du coup, ma prochaine question est pour vous, Faiz Djilouli. Est-ce que vous pensez que le DMA essaye, en tout cas, ou tente de favoriser l'émergence d'une souveraineté numérique européenne en utilisant les moyens de la concurrence ? Vous voulez dire de faire émerger des GAFAM européens en quelque sorte. Alors d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que si jamais on avait été dans la même situation qu'actuellement, et que au lieu que les GAFAM soient américains, on va dire pour simplifier les choses, parce que comme ça on va se comprendre, s'ils eurent été européens, je pense que le DMA serait sorti exactement de la même manière. Parce que ce qui est, à l'exception donc de cette problématique politique de souveraineté numérique, qui est à mon sens marginal. Je pense qu'au vu des enjeux, à la fois démocratiques, de business, et puis de modèles même de société, la partie politique, effectivement, elle est très importante parce qu'on a quand même eu pas mal de déboires avec l'expression d'une certaine forme, on va dire, très tendancieuse de l'extraterritorialité du droit américain. Je rappelle quand même que Alstom Alstom Energy faisait partie donc, du groupe Alstom, et qu'on connaît l'histoire qui a été l'utilisation du droit extraterritorial américain comme arme de guerre économique. Appelons les mots enfin les choses par leur nom. Et donc, de ce point de vue-là, il est impératif, je pense, et essentiel de bien identifier les finalités que l'on souhaite atteindre au travers de ces différentes réglementations, qui ne sont, somme toute, que des moyens et des véhicules en vue d'atteindre un certain nombre de finalités. Je suis assez d'accord sur le fait, par exemple, que ce n'est pas forcément le véhicule idéal, hein, clairement, pour pouvoir régler les problèmes que l'on entrevoit, qui sont palpables sur le monde du cloud. Mais à mon sens, j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux peut-être le faire avec une vision régulatoire et non pas réglementaire, c'est-à-dire qui offre quand même une certaine souplesse dans l'interprétation et dans la mise en œuvre,
Et ça donnera la latitude d'interprétation nécessaire pour pouvoir ne pas tomber dans les différents travers qui ont été évoqués très justement par Marc et puis par Valéria également. Et bien sûr, par toi, cher ami. Et aujourd'hui, il y a cette notion également de vision sur le long terme. Aujourd'hui, si on veut faire émerger des géants du numérique, s'agit-il d'une finalité en soi ou s'agit-il d'un moyen de pouvoir retrouver sa souveraineté? Et moi, je pense que si ça a été fait dans le cas, par exemple, des BATX ou dans le cas des GAFAM, sous cette forme-là, et ça a été d'ailleurs longuement étudié, donc je vous renvoie déjà depuis déjà une quinzaine d'années, une bonne quinzaine d'années, ou plus maintenant, au rapport du député Carayon, qui a montré que l'émergence de géants de l'informatique et du numérique a été, en tout cas pour le cas des États-Unis, une volonté politique. Ça a été précédé par une volonté politique avec du financement étatique, etc. Donc évidemment que il y a un esprit de conquête et on ne peut pas en vouloir aujourd'hui aux États-Unis comme à n'importe quelle autre nation d'accroître sa puissance en quelque sorte et d'accroître son influence dans le monde entier. C'est le propre de l'homme. Maintenant, à mon sens, je pense qu'en Europe, on est porteur d'un certain nombre de valeurs dont on n'est pas, qui ne sont pas exclusives à l'Europe. Et peut-être qu'il serait intéressant de pouvoir proposer des modèles qui sont mieux à même de prévenir d'éventuelles dérives que l'on pourrait voir de l'apparition d'un certain nombre de géants. Peut-être qu'effectivement, lorsque je lis le DMA, j'y vois en tout cas un très bon début. J'y vois cette notion de segmentation à différents étages. J'y vois la possibilité pour chaque acteur de ne pas être exclu parce qu'il n'a pas été en amont du processus et de la chaîne de valeur et qu'il a la possibilité donc de pouvoir tirer l'eau du puits en quelque sorte à l'ensemble des étages. Et j'y vois vraiment quelque chose de très intéressant, pour peu que l'on ne perde pas de vue les finalités de ce texte. Merci. Et vous, Madame la députée, au vu des informations que vient de nous donner Faizi Louly, est-ce que vous pensez qu'effectivement, aujourd'hui, on est en train d'instrumentaliser quelque part le DMA, donc pour utiliser donc les règles de la concurrence, pour aboutir en tout cas à une finalité qui serait une souveraineté européenne numérique? Alors, attention, la souveraineté, c'est une chose. Le développement des équivalents au GAFAM ou au BATX sur le sol européen, c'est une chose différente. D'une part, je vais vous donner ma définition de la souveraineté que j'ai inscrite dans plusieurs rapports parlementaires. La souveraineté, c'est pas de repli sur soi, c'est pas de produire de A à Z, parce que sinon, on mangerait plus de fruits exotiques et je vous passe le reste de la production qui se fait à l'extérieur. Par contre, c'est de normer et c'est de maîtriser les processus de production de A à Z. À partir du moment où on exerce un contrôle en imposant une norme, on est souverain. Mais on peut à ce moment-là faire appel à des briques technologiques qui permettraient d'arriver jusqu'au but de produire un service ou un produit souverain. En ce qui concerne l'émergence potentielle et éventuelle d'équivalents de géants du numérique européens, si le droit de la concurrence était le seul problème qui poserait question pour l'émergence de ces entreprises, ça se saurait. Le droit de la concurrence et donc ce que vise derrière le DMA et le DSA d'ailleurs par ailleurs, c'est de rééquilibrer les règles du jeu sur le marché. C'est appliquer au digital ce qui est déjà appliqué à l'industrie dite classique historique. Pas plus, pas moins. Parce que en Europe, on a d'autres questions et d'autres sujets qui n'ont pas permis jusque-là l'émergence des géants du numérique. D'une part, parce qu'en termes de concentration et en termes du droit de la concurrence, l'Europe s'est construite sur des règles intérieures organisant la concurrence intérieure entre les entreprises des différents pays européens, dans le but de fournir au consommateur final le service le meilleur et le moins cher possible. On n'a jamais travaillé en Europe au travers le prisme de la compétitivité des entreprises européennes vis-à-vis du reste du monde. Et tant qu'il n'y a pas de changement de paradigme, il n'y aura pas d'émergence des géants européens, en quelque matière que ce soit. La Commission européenne sanctionne à chaque fois
les entreprises qui souhaiteraient se rapprocher parce que potentiellement elles vont créer un oligopole ou un monopole sur le territoire européen. Donc déjà, juridiquement parlant et philosophiquement parlant, l'Europe n'est pas câblée à la base pour créer des géants. C'est comme cela. Et il faudrait certainement réviser les textes si on veut parvenir à ce but-là, mais en l'occurrence, on n'y est pas encore. Ensuite, on a des questions de financement. Même si des financements existent sur le sol européen, au travers des subventions, mais aussi au travers des financements privés, il reste tout à fait insuffisant par rapport à ce que peuvent proposer des fonds américains en concernant leur sol et ce que peuvent proposer l'État chinois concernant les subventions d'État pour les entreprises asiatiques. Et puis, il y a le marché. Le marché américain est un marché intégré malgré le fédéralisme. Le marché européen n'est pas un marché intégré malgré toutes les tentatives mises en œuvre parce que les règles, ne serait-ce que fiscales, sont tout à fait différentes d'un pays à l'autre. Et je discutais avec les plateformes de distribution qui essaient de faire de la concurrence à Amazon. Même les règles de distribution postale sont tout à fait différentes et on ne parle pas les contrats de la même manière avec les uns et les autres. Et ça demande des négociations à outrance pendant des années avant d'aboutir à quelque chose qui fonctionne. Donc, ce n'est pas la concurrence sur le sol européen entre les géants du numérique qui viennent d'Asie ou qui viennent des États-Unis vis-à-vis des entreprises émergentes européennes qui posent problème. C'est vraiment l'enfermement de ces entreprises qui n'accèdent plus à certains marchés parce que ces marchés sont verrouillés par les gatekeepers. À partir du moment où on rééquilibre les choses et chacun à sa place, et les entreprises européennes ont le droit d'exister quelque part et offrir leurs services en passant par ces intermédiaires, les gatekeepers, sans que ça pose des difficultés particulières, à ce moment-là, on aura atteint le but du DMA, qui est l'interopérabilité et l'accès au marché. Mais ça ne fera pas émerger un géant, ni des géants, parce que les règles de concentration en Europe ne le permettraient pas. Pas à ce stade, en tout cas. D'accord, merci beaucoup. Alors, Hervé Constant, vous, en tant qu'utilisateur professionnel, est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'un cloud souverain? Et si oui ou non, d'ailleurs, quelles en sont les raisons? Alors oui, je pense qu'on en a besoin. En tout cas, nous, on serait très preneurs d'un cloud souverain. Alors pourquoi? Même si, comme je disais tout à l'heure, on est déjà pas mal dans le cloud, on a mis beaucoup de nos applications dans le cloud, on y a mis celles qui ne sont pas critiques, on y a mis celles pour lesquelles les données, on est une boîte régulée, on est très transparent, notre offre est évidemment disponible sur le web, on n'a pas de grands secrets commerciaux, donc on a moins de risques qu'un Airbus ou que d'autres d'aller se faire piquer des choses nos secrets de fabrique. Donc on a pu y mettre quand même pas mal de choses qui nous servent tous les jours, mais il y a quand même deux mouvements qui nous trouvent, c'est que d'abord on a encore laissé dans nos data centers finalement des applications critiques finalement qu'on aimerait bien aussi, pourquoi pas mettre dans le cloud, mais aujourd'hui il n'y a pas d'offre, clairement on ne sait pas le faire, donc on ne sait pas aujourd'hui aller mettre ces applications dans le cloud. Ça nous aiderait là aussi à nous concentrer, comme je le disais tout à l'heure, plutôt à travailler pour nos métiers qu'à travailler sur nos propres infras et à savoir si tel serveur est mieux que tel autre et comment on le connecte à telle baie de stockage. C'est passionnant, mais enfin, ce n'est pas notre fond de métier, très clairement. Et puis il y a eu des évolutions. Alors il y en a deux. Vous parlez du RGPD et puis des arrêts qui font que finalement nos données aujourd'hui, nous on est dans 365. Donc notre messagerie, tout notre collaboratif est chez Microsoft dans le cloud public. Bon, donc on a peut-être des données personnelles, on a certainement des données personnelles qui s'y baladent. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut qu'on se pose des questions sur, qu'on suive l'évolution des textes pour qu'on sache un peu comment tout ça va pouvoir évoluer. Et puis, alors après, il y a la crise Covid. Alors la crise Covid, qu'est-ce qu'elle nous a appris? Enfin, heureusement, ça ne s'est pas produit, mais on a quand même eu, au début en tout cas, il y a un an, quelques craintes, puisque tout le monde s'est jeté sur le cloud et sur les outils collaboratifs. On l'a dit hier, je l'ai entendu hier dans les différentes interventions, mais on est totalement, une entreprise comme la nôtre est totalement, même si on est un industriel, on ne vend pas du service numérique, nous, on vend du vrai transport de vraies molécules de gaz, mais on le fait avec du numérique. On ne saurait pas le faire sans le numérique. Vraiment, on ne saurait pas le faire. On aurait vraiment beaucoup de mal à travailler aujourd'hui sans nos outils numériques. Et on aurait aussi beaucoup de mal, finalement, on s'en est rendu compte grâce, je ne sais pas, du Covid, à travailler sans nos outils collaboratifs, sans nos outils de communication classiques. Et là, on est vraiment dépendant. Et là, des choses qu'on pensait effectivement
qui pouvaient arriver uniquement dans l'ordre de grands conflits entre les US et l'Europe, finalement, une crise comme celle qu'on vient de vivre, ou qu'on vit encore un peu d'ailleurs, fait que s'il avait fallu choisir pour Microsoft entre les US et l'Europe pour délester, je suis à peu près persuadé du choix qu'ils auraient fait. Et ça veut donc dire que derrière, si on n'a pas, nous, des solutions opérées, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est pas que toutes les technologies soient françaises ou européennes qui est important, c'est le fait qu'on en ait la maîtrise. Et d'avoir une maîtrise sur notre sol français ou européen de ces solutions-là nous semble, nous, extrêmement important. Donc on est effectivement très favorable à un cloud souverain. Merci. Et Faïs Djilouli, en tant que Colysium, représentant de Lysium, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Hervé Constant nous expliquait juste avant? Un peu, oui, bien sûr. Non, totalement. J'attends encore le jour où quelqu'un me dira non. Non, totalement. Ça serait quand même agir contre ses propres intérêts que de ne pas avoir la maîtrise des processus vitaux pour son métier. Évidemment que la ruée vers le cloud, c'est quelque chose qui est effectivement souhaitable dans la mesure où chaque organisation a un cœur de métier et elle a vocation plutôt à se spécialiser et se concentrer sur son cœur de métier et de s'appuyer sur des partenaires. Et c'est comme ça qu'on parvient à faire société également à l'échelle des grands business et des grands ensembles. Maintenant, effectivement, il faut, comme dans un mariage, on signe un contrat. Le contrat, c'est pas pour le meilleur, c'est pour le pire. C'est le jour où ça se passe mal. Donc, effectivement, quelles sont les garanties qui peuvent être apportées? Et ça, effectivement, il faut avoir un cadre légal, et un cadre légal fort, dans le sens où on a la possibilité d'avoir des mesures dissuasives, coercitives, etc., pour s'assurer de le faire appliquer en toutes circonstances, et d'avoir les moyens de pouvoir ainsi préserver ses intérêts. Je suis également pour qu'il y ait une sorte de... Enfin, je suis... En fait, le cloud souverain, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen pour pouvoir atteindre une certaine forme de liberté que l'on appelle la souveraineté. D'accord ? Donc c'est la souveraineté face à n'importe quel type de velléité hostile pouvant venir, y compris et de manière temporaire, de nos amis ou de nos alliés. Et donc, évidemment, faute d'avoir une meilleure idée, eh bien, le cloud souverain, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Et personne ne dira le contraire, sauf à ne pas forcément mesurer l'importance ou à réduire, en tout cas, à un point insignifiant, la probabilité qu'il puisse y avoir donc des conflits d'intérêts ou des pressions de quelque sorte que ce soit, y compris même sur des plans complètement extérieurs au métier. Par exemple, GRT Gaz, représenté aujourd'hui par Hervé, pourrait faire les frais, par exemple, demain, si jamais, et on l'a vu par exemple lorsqu'il y a eu par exemple un exemple en 2003 par exemple qui est raconté par l'ancien chef d'état-major des armées, qui disait que, eh bien, lorsque la France s'est justement opposée à la guerre en Irak, eh bien, il n'avait plus de pièces de rechange pour le porte-avions Charles de Gaulle. Enfin, porte-avions Charles de Gaulle, c'est 99,999% de pièces qui sont françaises, mais sauf pour les catapultes donc des avions qui sont américaines. Et il y a eu une forme d'embargo, donc c'est un fait historique, tout le monde pourra le vérifier. Donc on peut effectivement faire l'objet de certaines mesures de rétorsion si jamais qu'elles proviennent des États-Unis ou de n'importe quelle autre puissance étrangère. Donc il faut bien mettre cette dimension en perspective, mais ne pas s'enfermer dedans.
évidemment que il y a beaucoup de partenariats. Évidemment que même si on aime à les détester, on était quand même bien content que des produits des GAFAM lorsqu'il y a eu la crise du Covid. Je ne sais pas comment on l'aurait traversé s'il n'y avait pas eu Teams et puis les autres outils. Donc évidemment qu'il y a des bénéfices à la coopération. Maintenant, il faut voir plus loin, il faut avoir une vision sur le long terme également et pouvoir la fabriquer et lui donner un cadre d'évolution dès à présent. Alors, Madame la déléguée, vous expliquiez, la députée, excusez-moi, vous expliquiez tout à l'heure que la définition de la souveraineté numérique, finalement, est différente d'une personne à une autre, même si on peut avoir une définition commune, hein, on va avoir en fait un a priori un peu différent. Et donc moi, je me posais la question, aujourd'hui, les entreprises qui rentrent dans la définition des gatekeepers, donc on peut penser à Facebook, mais également Microsoft, puisqu'elles sont quand même largement présentes en Europe avec des centres de recherche également, est-ce qu'on peut les considérer comme des entreprises européennes ? La question n'est pas simple. Je vais juste revenir en quelques secondes sur ce qu'a dit tout à l'heure Hervé. Et je crois que c'est l'un des patrons justement d'un des géants du numérique américain qui l'avait dit, mais je ne saurais plus dire lequel. Dire que je n'ai pas besoin de protéger mes données parce que je n'ai rien à cacher, c'est comme dire que la liberté d'expression est inutile si je n'ai rien à dire. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on soit cohérent. Et les données, qu'elles soient stratégiques ou pas stratégiques, elles ont besoin d'être sauvegardées dans un principe où on maîtrise, encore une fois, de manière souveraine, le processus de sauvegarde, qui ne soit pas impacté par tel ou tel risque de coercition ou pression, ou quel qu'il soit. Encore une fois, je reviens, c'est ça la souveraineté, en tout cas, telle que moi je la définis, et l'intelligence économique est extrêmement importante dans ce cadre-là, parce que toutes données de toutes les entreprises sont importantes. Maintenant, comment on les sauvegarde ? Effectivement, on ne peut pas faire abstraction du fait que les solutions qui nous sont proposées viennent d'ailleurs, et c'est des solutions qui sont efficaces. Maintenant, comment on organise notre droit pour que nos entreprises aient des outils de lutte contre les potentielles ingérences et les potentielles pressions de telle amende ou de tel vol légal des données stratégiques qui permettrait de fausser la concurrence, qu'il s'agisse d'emporter un marché ou qu'il s'agisse de développer une innovation. Donc, encore une fois, il est là le sujet. Il y a les alliés, dans certains cas. Il n'y a pas d'ennemis. Enfin, je veux dire, ça y est, depuis 1945, on n'a plus vraiment d'ennemis. Ça, c'est juste que les relations géopolitiques se sont tournées vers la guerre économique. J'aime pas le mot guerre parce que ça paraît violent, mais c'est beaucoup plus insidieux que ça. Et donc, quand l'Europe se retrouve au milieu et à ramasser les pots cassés, parce que franchement, c'est nous qui pâtissons le plus d'un conflit économique entre les États-Unis et la Chine, ça devient assez problématique parce qu'on n'a pas les outils. On ne s'est pas doté d'outils qui nous permettent justement de garder une forme de neutralité, alors que la diplomatie européenne a toujours été une diplomatie d'équilibre. Pendant la guerre froide, l'Europe a gardé cette position centrale qui permettait un équilibre mondial. Aujourd'hui, on est complètement déchiré et divisé, emporté par telle ou telle solution technologique, parce qu'il y a aussi de cela qui joue, où on est dépendant. Et donc, on n'a pas, en 2003, on avait peut-être la possibilité encore de dire stop. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a cette possibilité ? Que font nos entreprises derrière ? Est-ce qu'on a la possibilité de dire on ne suit pas ? Et à qui on a le droit de le dire ? Comment cela fonctionne après ? Et là, ça pose d'autres sujets. Là, ça pose d'autres questions. Et il s'agit quand même de protéger notre concitoyen in fine. Donc, si telle ou telle donnée peut être prise pour des raisons purement économiques, mais aussi pour des raisons d'équilibre mondial, ça vous positionne le débat sur un autre niveau. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on tende vers la création d'outils qui nous permettent d'aller vers la souveraineté, ou en tout cas d'avoir une riposte économique, une riposte juridique qui protège nos entreprises et nos concitoyens et nos emplois,
et notre technique et nos cerveaux. Aujourd'hui, on ne fait pas le poids, par exemple, par rapport au salaire qui serait proposé aux jeunes qui sortent de nos écoles par rapport à la Silicon Valley. Ça marche aussi d'ailleurs côté Asie, il y a énormément de recrutement parce que du coup il y a de la recherche fondamentale qui a été mise en œuvre il y a quelques années, en Chine notamment. Mais aujourd'hui on fait déjà pas le poids du point de vue de l'offre, des possibilités de recherche, des salaires offerts à ces jeunes cerveaux qu'on a quand même formés. C'est-à-dire c'est le service public, c'est la sécurité sociale qui a accompagné la maman enceinte, la maman qui accouche, l'école maternelle, primaire, collège, lycée, fac ou école d'ingénieur. C'est quand même la collectivité qui a payé tout ça pour qu'on les voit partir, créer l'innovation ailleurs et que cette innovation ne soit revendue sous condition 10 fois le prix. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on soit cohérent. Donc si on y met les moyens, on va jusqu'au bout et on les préserve. Et c'est la bascule qu'on devrait faire plus généralement au niveau européen. Alors Faïs Djellouli, je vous sens très investie dans le discours de Madame la députée. Est-ce que vous auriez un petit avis à ajouter ? Évidemment, c'est très intéressant ce que Valéria vient de dire et je l'en remercie. Aujourd'hui, moi je pense sincèrement que nous ne sommes pas dans une optique de... En fait, je pense fondamentalement que la coopération est beaucoup plus profitable à tous que l'affrontement. Donc il faut toujours mettre en place les conditions pour que cette coopération puisse émerger et que l'on ne soit pas finalement acculé forcément à l'affrontement et à devoir forcément sortir les crocs, etc. Et donc le moyen du droit aujourd'hui, c'est le moyen, je dirais, civilisé qui permet justement d'atteindre cette finalité-là et de pouvoir... Parce que aujourd'hui, si on prend par exemple le système dominant aujourd'hui sur Terre, c'est le libre-échange. Le libre-échange, c'est un super système, à condition que tout le monde joue le jeu. Il suffit qu'il y ait un seul acteur majeur qui ne joue pas le jeu pour créer des déséquilibres et forcément créer des dépendances asymétriques. Et justement, le but du libre-échange, c'est justement de préserver des dépendances symétriques entre les acteurs, de sorte à ce que je puisse toujours avoir plus de tort à m'attaquer à toi qu'à collaborer avec toi. Et donc, le droit, c'est la matrice fondamentalement, en tout cas en laquelle je crois, qui permettra de concrétiser cette finalité. Allez-y, je le sens, vous voulez rebondir. Cette naïveté. Enfin, oui, effectivement, quand on se lime les crocs et les griffes, à un moment donné, on n'a plus d'outils. Si on parle de la jungle, à ce moment-là, on peut se dire que nous, juridiquement parlant, on s'est limé et les crocs et les griffes. Aujourd'hui, le droit international n'est plus respecté par un certain nombre d'acteurs ou est respecté d'une manière qui les arrange. L'extraterritorialité du droit, pardon, mais quand vous voyez le type d'amende pour le RGPD et le type d'amende que peuvent subir les acteurs aux États-Unis, le RGPD ne fait pas le poids. Clairement, l'entreprise, elle a vite fait le ratio et elle sait que là-bas, elle a plus de pression qu'ici. On ne parle même pas de la Chine et des outils qu'elle utilise, plus ou moins légaux, pour obtenir gain de cause. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se dote d'outils. Évidemment, de manière civilisée, on ne va pas sortir les armes. Évidemment, de manière civilisée. Mais on se dote d'outils et qu'on arrête d'être naïf sur nos dépendances et sur notre capacité à répondre à celles-ci. Aujourd'hui, une entreprise, si elle est potentiellement sous le coup d'une amende ailleurs qu'en Europe, et en Europe à la fois, elle voit très vite la différence de ce que ça va peser sur son bilan. Et ce n'est pas en Europe qu'elle aura peur. Donc elle préférera de se soumettre à un autre droit qui est beaucoup plus investi, plus large, plus fouillé, plus dense et qui coûte beaucoup plus cher. Et c'est le cas sur le sol européen aujourd'hui. Il y a énormément d'entreprises européennes qui sont soumises à des règles du jeu qui évoluent en plus au gré des volontés. Quand Donald Trump dit qu'on sort de l'accord du nucléaire iranien, c'est des entreprises françaises qui subissent. Parce qu'on était extrêmement présents sur ce marché. Et est-ce qu'on a dit quelque chose ? Est-ce qu'on avait les moyens d'agir ? Aucun.
aucun moyen d'agir. En fait, je pensais que vous alliez accueillir ce que j'avais dit comme allant dans le sens de ce que vous disiez, très sincèrement, parce que c'était le cas. Le fait de pouvoir opérer une certaine réciprocité en termes sur l'ensemble des mesures de rétorsion auxquelles sont soumises les organisations européennes, effectivement, c'est un moyen civilisé. Parce que le moyen non civilisé, là, pour le coup, c'est d'envoyer c'est de monter en cran et c'est de faire de la surenchère et de répondre de manière disproportionnée. Donc la proportionnalité dans la réponse, elle est toujours très importante à garder dans les rapports. Sinon, ça dégénère et on ne sait plus l'arrêter. Et à mon sens, effectivement, aujourd'hui, on a plutôt été pas assez réciproque dans la réponse que trop réciproque. Donc aujourd'hui, avec le DMA, parce que c'est le sujet, avec le DMA, mais pas seulement le DMA, avec le RGPD, avec le discours, ça se diffuse aussi, ça se joue aussi sur un plan cognitif. Il y a une déshollywoodisation un peu des esprits sur le fait que tout ne serait qu'un seul, qu'il y a un bloc donc sur cette dualité au niveau mondial. Donc il y a effectivement plusieurs intérêts qui peuvent être cohérents et puis convergents sur un certain nombre de terrains et complètement divergents sur d'autres terrains. Voilà. Alors, je pense que voilà, c'est un peu la beauté des débats, pouvoir confronter ces idées. Et je pense que Microsoft, avec Marc Mossé, a aussi des arguments. Je vous laisse intervenir. Merci. Alors oui, j'étais patient, j'écoutais. Je ne sais pas si les arguments... J'ai quelques idées à partager à cet égard, et peut-être, parce qu'on a dit beaucoup de choses là. Et donc, j'ai envie de recommencer par ce qu'on essaye d'appréhender aujourd'hui, qui est la formidable révolution industrielle qui est portée par le numérique. Parce que c'est ça qu'on vit, c'est une révolution industrielle. Et toutes les révolutions industrielles, elles portent des changements dans la société, des changements sur un plan géopolitique, des évolutions sociétaux et sociétales, des profondes évolutions économiques. Et c'est ça que nous devons approcher. Et il y a deux grandes manières de répondre à cette question. La première, c'est effectivement la question du droit. Et vous le disiez à l'instant, quand on parle de souveraineté, on parle d'un certain nombre de valeurs et de règles de droit qui traduisent ces valeurs dans des règles opérationnelles sur notamment le territoire européen. Et je pense qu'il faut être clair à cet instant, pour les acteurs américains du numérique, pour ne parler que de ce secteur-là, oui, quand on opère en Europe, on doit le faire dans le plein respect des valeurs européennes telles qu'elles sont traduites dans les règles de droit de l'Europe. Je pense que là-dessus, ça doit être clairement dit et clairement assumé. Donc je pense que cette première dimension, elle est tout à fait essentielle. Et de ce point de vue-là, je pense que l'Europe ne doit pas sous-estimer ce qu'est son impact et son poids. J'imagine que vous connaissez ce livre de Anne Bradford, The Brussels Effect, sur l'idée que l'Europe est aussi une région du monde qui produit des règles s'imposant dans le monde entier. Et de ce point de vue-là, le RGPD est un parfait exemple de ce que c'est devenu aujourd'hui un standard international. Le RGPD est un standard international en matière de protection des données personnelles. Un acteur comme Microsoft, évidemment, l'a mis en œuvre sur le territoire de l'Union européenne, mais l'a également introduit sur l'ensemble de ses produits pour le monde entier. Et donc, de ce point de vue-là, l'Europe également produit des règles et des standards qui peuvent s'imposer sur un plan international. Mais ce qui est certain, en tout cas ça me paraît un point tout à fait essentiel, c'est que lorsqu'on parle de souveraineté dans cet environnement-là, on parle d'un certain nombre de valeurs et de règles qui s'appliquent sur le territoire européen et pour lesquelles il est essentiel que lorsqu'on vient opérer en Europe, on les respecte pleinement et pourquoi pas qu'on aille même au-delà dans certains cas. On a rendu public, c'était le 6 mai, sauf erreur de ma part, une annonce qu'on a intitulée, encore en anglais, EU Data Boundary, qui est cette annonce comme quoi nous stockions et traitions l'ensemble de données sur le territoire européen. Alors,
nous allions le faire parce qu'il y a une dimension industrielle. Il faut mettre en place un certain nombre d'outils, évidemment, pour le faire. Et ça sera totalement finalisé l'année prochaine. Mais c'est un engagement qu'on a pris en plus de la mise en œuvre du RGPD. Comme on avait annoncé, c'était le 6 novembre dernier, clairement, le fait que, le mettant dans nos contrats d'ailleurs, que nous nous engagions à contester des demandes d'accès à des données, dès lors qu'il y avait une base légale pour le faire, évidemment, et que nous avions pris cet engagement publiquement. Comme, je tiens à le rappeler, nous avions contesté une demande d'accès à des données sur le territoire européen, c'était en Irlande, et cette affaire était allée jusqu'à la Cour suprême. Et nous nous étions opposés au gouvernement américain à cette époque-là, comme on l'a fait dans d'autres hypothèses devant les juridictions américaines. Donc c'est un engagement fort parce que, et je crois que ça c'est tout à fait essentiel, lorsqu'on parle de souveraineté, on parle d'état de droit, on parle de règles de droit. La souveraineté, ce n'est pas un concept dans les airs, c'est un concept qui sert des objectifs qui sont de garantir les droits des citoyens sur le territoire d'un État ou d'une région, lorsque plusieurs États s'assemblent pour créer un ensemble plus grand, comme c'est le cas de l'Union européenne. Et ça, c'est tout à fait essentiel. D'une certaine manière, je me permettrais même de dire que je suis parfois un peu mal à l'aise avec le concept de souveraineté numérique, parce que je ne crois pas que ce soit la technologie qui doive nous imposer ces règles. Ce n'est pas la technologie qui doit être souveraine à notre place. C'est le politique, les citoyens, qui décident des règles conformes à ces valeurs, et on doit suivre, et la technologie doit respecter ces règles. C'est dans ce sens-là que ça marche, et ça me paraît tout à fait essentiel. Ça, c'est la première chose qui me paraît tout à fait fondamentale. Puis la deuxième dimension qui vient d'être évoquée, c'est la dimension économique. Et ce n'est pas simplement le développement de l'économie numérique dont il s'agit. C'est le développement de l'économie numérique et le développement de l'économie par le numérique. Ce sont les deux dimensions qu'on doit toujours avoir à l'esprit, qui se trouvent d'ailleurs en partie dans le DMA. Et c'est pour ça que j'expliquais pourquoi tout à l'heure le cloud, les cloud providers ne sont pas dans le champ logique du DMA, pour la raison notamment que les fournisseurs de cloud sont des facteurs de production. Sont des facteurs de production, et d'ailleurs, ils ne monétisent pas les données de leurs utilisateurs, contrairement aux plateformes qui sont pour la plupart visées par le DMA. Ce n'est pas le business de la data, les cloud providers. Ce sont des services, d'ailleurs ce sont des data processeurs, pas des data contrôleurs, ce sont des services pour leurs utilisateurs. Et donc la question qui se pose là, et que vous avez en partie évoquée, y compris à travers la question du financement, c'est comment on fait en sorte que l'économie numérique européenne se développe et l'économie européenne se développe par le numérique. Ce sont ces deux objectifs-là, c'est une question de compétitivité. On a lancé un programme qui s'appelle Tech Fit for Europe, qui inclut des questions autour notamment des investissements qu'on peut faire en Europe, la question de l'éducation et de la formation. Parce que si on n'adresse pas cette question-là, on risque d'avoir quelques difficultés lorsqu'on parle de souveraineté. Si on n'a pas les talents, les compétences que vous avez évoquées, il faut les avoir pour développer une industrie capable de vraiment se développer dans l'univers qui est le nôtre. La question du green, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un élément tout à fait essentiel. La question du green, parce que c'est aussi une partie de ce développement de l'économie qui est devant nous. Ce sont tous ces éléments qu'on doit essayer d'aborder, encore une fois, à travers, d'un côté, la question de la règle de droit, la protection des données étant un élément tout à fait essentiel, la question de la cybersécurité en étant évidemment un autre, et à la Paris Cyber Week, c'est important qu'on en parle, et la question de... Mais chose intéressante, et si je puis me permettre juste là-dessus, quand on parle de cybersécurité, il y a un exemple qui me revient toujours à l'esprit, parce qu'il est toujours vivant, et très vivant même. Il y a 3 ans, sauf erreur de ma part, au Forum de la paix de Paris, initié par le président de la République d'ailleurs, il y a eu l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace. C'est un outil très intéressant qu'on doit regarder sur ces sujets-là, parce que c'est un outil de multi-parties prenantes, de multi-stakeholder approche. Ce n'est pas simplement du multilatéralisme, c'est un appel très concret avec 9 piliers, des groupes de travail qui sont actuellement en train de travailler, dans lequel cet appel réunit des États, des entreprises, des ONG, la société civile, des villes, des régions, pour faire vivre ces 9 principes avec des résultats concrets. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 signataires. Ça a été incubé, si j'ose dire ça, initié dans le cadre du Paris Peace Forum, du Forum de Paris pour la paix.
Aujourd'hui, c'est un outil qui montre que sur des questions aussi importantes que la cybersécurité, et dans les 9 piliers, vous avez également les questions de protection des processus électoraux, les questions de normes internationales. Sur des questions aussi importantes, vous voyez que les États, les 27 États de l'Union européenne l'ont signé, plus beaucoup d'autres États. Les entreprises, la société civile, les collectivités locales peuvent travailler ensemble pour essayer de trouver des questions concrètes. Ce qui signifie quoi? Que sur des sujets comme la cybersécurité qui peuvent toucher à la souveraineté de la manière la plus aiguë qui soit possible, eh bien, il y a là aussi un terrain pour qu'on travaille différemment dans l'univers qui est le nôtre désormais. Et moi, ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que sur ces questions-là, ce sera non pas mon mot de la fin, c'est mon dernier mot, mais un des derniers, c'est que les logiques de partenariat sont essentielles. Les logiques de partenariat sont essentielles. Elles sont essentielles en Europe. Et j'évoquais, pour le business model de Microsoft, qui est un facteur de production, on a plein de partenaires qui peuvent être des startups et des grandes entreprises. Et on est dans ces logiques de partenariat pour les aider à se développer. Des partenariats entre différents acteurs également sur des questions comme la règle de droit pour la faire vivre de la manière la plus efficace. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Si on veut répondre aux défis qui sont devant nous, aux enjeux qui sont ceux de la révolution industrielle dans laquelle nous sommes en train d'évoluer, eh bien, il faut qu'on soit capable de travailler ensemble. Et moi, j'accueille avec beaucoup de positif cette idée d'un conseil transatlantique entre la Commission européenne et les États-Unis qui a été annoncé par la Commission sur les questions de trade et de digital. Parce qu'il y a cette idée qu'il y a beaucoup à faire ensemble sur des valeurs partagées. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une voie pertinente et féconde pour que l'Europe puisse affirmer son autonomie stratégique et faire valoir ce que sont les principes auxquels elle est particulièrement attachée. Et ça, ce sont des choses très concrètes auxquelles on est, j'espère, tous attachés. Alors, Hervé Constant, un petit mot également. Petite pierre à l'édifice de la souveraineté. Oui, pour le droit, je partage, je ne suis pas un juriste, mais je pense qu'effectivement, sans régulation, sans droit, on aura du mal à se faire respecter. Oui, pour utiliser pour notre économie, pour notre développement, toutes les solutions qui sont disponibles et pour être évidemment partenaire. Je pense qu'il faut rajouter, et je vous rejoins sur le côté un peu naïf quelquefois de notre pays ou de notre continent, sur le fait qu'il faut aussi qu'on ait, pour pouvoir bien négocier, certainement d'ailleurs avec des accords intelligents et intéressants, il faut qu'on ait aussi une capacité à faire sans, à être, ce que tu disais tout à l'heure sur les porte-avions est quand même assez magique, quoi. Je ne voudrais pas que le porte-avions du numérique de demain me coupe ma capacité à faire mon boulot de tous les jours, quoi. Donc il faut absolument qu'on ait, et là on va dans la capacité cette fois-ci à faire, la souveraineté opérationnelle, et qu'on ne dépende pas effectivement d'autres territoires, d'autres qui sont nos alliés, mais qui ont des fois, souvent, des intérêts divergents, des intérêts économiques d'ailleurs souvent, et qui savent se servir de sujets comme ceux-là pour faire passer d'autres. Enfin, ils le font beaucoup mieux que nous d'ailleurs. Peut-être qu'il faudrait qu'on apprenne de. Donc, il faut certainement qu'on construise ces capacités à faire chez nous, en partenariat, pourquoi pas. Donc, on va parler de bleu, on va parler de sujets comme ça qui me paraissent être en tout cas des réponses intelligentes à ce genre de sujet-là. Comment on arrive à avoir, pour justement peser dans la négociation entre ces différents blocs, avoir quelque chose qu'on peut faire de toute façon nous-mêmes sans être dépendant d'eux, quoi. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire. La souveraineté, c'est pas que, moi, en même temps que c'est pas que le droit, quoi. Non, mais c'est pas que le droit, c'est pour ça que j'avais bien dit. Il y a le droit et la dimension économique sont les deux dimensions. Et de ce point de vue-là, moi, je voudrais illustrer ce que vous dites. C'est pour ça aussi qu'on a rejoint GAIX comme des one member dès le début du mouvement pour participer à la construction d'un cadre qui favorise l'adoption du cloud sur le marché européen et que l'Europe rattrape une partie du retard qu'elle peut avoir sur l'adoption du cloud. Et donc, on a rejoint le GAIX dès le début. Et puis, il me vient souvent un exemple en tête sur les aspects opérationnels. Parce que vous avez parfaitement raison de ce point de vue-là. Le droit, c'est important, un juriste qui le dit, mais ça n'est pas tout dans la vie. Il faut aussi parfois en sortir. L'exemple qui me vient, c'est celui de la construction de l'industrie nucléaire civile française. C'est très intéressant parce que lorsqu'on regarde dans la fin des années 60, début des années 70, le général de Gaulle est président, Georges Pompidou est Premier ministre, il y a cette idée de construire, on est beaucoup dans les thèmes de la souveraineté, de construire l'industrie nucléaire civile française de nous-mêmes, tout seuls. Puis à un moment donné, il y a un choix qui est opéré,
par le Premier ministre Georges Pompidou, mais c'est préparé avec le général de Gaulle, à un moment donné, qui est de faire en sorte qu'il va y avoir un partenariat entre les acteurs français et les acteurs américains sur de la technologie qui est licenciée, technologie américaine, pour construire l'industrie nucléaire civile française. On touche à des questions de souveraineté, on touche à des questions d'opérationnalisation. Et on voit que sur des sujets aussi sensibles et où on est dans les 30 Glorieuses, où on a cette volonté de construire la capacité industrielle de la France, il y a des voies pour le partenariat. Il y a des voies pour un travail en commun. Et moi, je crois que c'est ça qui est fécond. Vous avez raison dans ce que vous dites, Madame la députée, à maints égards. Et dans un environnement géopolitique qu'on connaît, toutes les fois où on arrive à dessiner les chemins de ces partenariats concrets, féconds, qui illustrent les valeurs auxquelles nous croyons en commun, on arrive à trouver des réponses pérennes. Et c'est pas, excusez-moi, c'est pas seulement le représentant de Microsoft qui parle, c'est aussi un citoyen européen, un citoyen français qui le dit. Moi, je suis attaché à ce qu'on ait cette logique de développement. Est-ce que c'est un chemin facile tous les jours? Non, on va tâtonner les uns, les autres. Mais sans doute que là, on a une opportunité de dessiner quelque chose de pérenne, parce qu'encore une fois, ce qu'on adresse, ce n'est pas un petit moment de l'histoire. C'est une révolution industrielle profonde. Donc, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se précipiter. Vous l'avez dit à juste titre, Madame la députée, il ne s'agit pas de s'enfermer. La souveraineté, ce n'est pas le protectionnisme. La souveraineté, ce n'est pas le souverainisme. C'est autre chose. Et il faut dessiner les voies de ces partenariats sur lesquels, moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour que l'Europe trouve toute sa place en partenariat avec ses alliés. Alors, nous avons abordé le DMA et le cloud, le DMA et la souveraineté. Et j'aimerais pouvoir également parler du DMA et de la compétitivité. Donc, on va faire une dernière question pour tous les intervenants aujourd'hui. Alors, le DMA ne risque-t-il pas d'être un frein à la compétitivité des entreprises européennes en empêchant l'émergence de géants et donc d'oligopoles européens dans le numérique? Et je vais commencer par Félix Djilouni. Alors, je pense que bien au contraire, parce que d'une part, ce n'est pas parce qu'on parvient à faire émerger des géants qu'on a pour autant réussi. Je pense que le succès ne se mesure pas toujours à la taille. Il y a effectivement d'autres modèles, et je pense que dans ce monde-là, qui est un peu particulier, qui est le monde du numérique, l'on serait peut-être bien inspiré de transposer un certain nombre de principes qu'on a déjà appliqués dans le monde matériel. Je pense notamment à quelque chose qui doit beaucoup évoquer quelque chose chez Hervé, donc la directive 2000 qui a édicté la séparation entre les transporteurs d'énergie et puis les opérateurs, pour justement faire émerger, apporter plus liquéfier en quelque sorte le marché et pouvoir faire émerger de nouveaux acteurs, ce qui a été le cas, effectivement. Et donc je pense que dans le monde du numérique, ce type de principe-là, ça contribue peut-être du même principe. Voilà. Donc moi je pense qu'effectivement c'est quelque chose, s'il est bien appliqué, s'il est bien régulé, ça permettra, et si on ne perd pas les finalités, ça permettra de faire émerger cela. Maintenant, il faut également, je pense, avoir une réflexion sur la volonté de puissance. Donc on n'est pas dans le monde des bisounours, effectivement. On est dans un monde dans lequel il y a un certain nombre de violences, une violence peut-être pas toujours apparente, mais une violence quand même. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut pouvoir se définir et créer une vision et l'inspirer. Et de ce point de vue-là, le domaine cognitif, c'est un domaine extrêmement important et central. Donc, tout à l'heure, Marc, vous parliez donc du domaine éducatif. Effectivement, le domaine éducatif est véhiculaire d'un certain nombre de principes communs, d'un être collectif qui doit émerger. Et c'est en sachant se définir que l'on peut se faire respecter et interagir efficacement avec l'autre, qu'il soit adversaire d'un jour ou allié d'un autre jour. Voilà. Merci. Madame la députée. Il faut faire très attention parce qu'il peut, ce texte-là, potentiellement saboter l'émergence d'acteurs européens, pas forcément de géants. J'avais expliqué précédemment en quoi on a besoin d'agir sur beaucoup d'autres choses pour que ce soit des géants. Mais si on n'adresse pas correctement la question des concentrations,
si on fait des erreurs d'interprétation, effectivement, on aura beaucoup de mal à avoir les acteurs européens se rassembler pour tel ou tel service, tel ou tel contrat particulier. C'est l'essence même, comme je vous disais, du droit européen, et notamment celui de la concurrence et antitrust, qui a tendance à justement atomiser le marché intérieur pour plus de compétition entre les entreprises européennes. Donc, par définition, c'est un droit qui n'autorise pas les fusions des entreprises qui pourraient potentiellement créer des monopoles et les oligopoles. Maintenant, si, comme l'a dit le commissaire Breton, on ne va pas jusqu'au démantèlement des entreprises qui ne se trouvent même pas sur notre sol, ça va être difficile d'agir sur ces oligopoles, sur ces monopoles sur notre territoire. Donc, encore une fois, on bride un petit peu les actions des gatekeepers qui sont sur le sol aujourd'hui, qui agissent sur le sol européen aujourd'hui, mais aussi pour demain, avec la souplesse de la définition, sans pour autant brider la possibilité aux entreprises européennes de se regrouper. Mais vigilance, le texte n'est pas encore voté, et une question, il suffit d'un amendement et d'une interprétation qui fasse tout le contraire de l'effet attendu. Et si les concentrations sont définitivement interdites en Europe, qu'il s'agisse du digital ou d'autres choses, on aura vraiment perdu parce qu'on ne sera plus compétitif sur le marché mondial en dehors de l'Union. Et donc, il faut trouver un juste équilibre entre le service aux consommateurs européens et notre compétitivité extra-européenne, enfin, celle de nos entreprises en l'occurrence. Merci. Hervé Constant, un mot de la fin? Oui, je suis pas un grand spécialiste du DMA, mais en tout cas, ce que j'ai entendu me rassure un peu. Il faut effectivement certainement... Enfin, un monde sans régulation, un monde économique sans régulation, j'y crois pas 2 secondes. Donc, une régulation bien pensée, bien faite, doit certainement être de nature à la fois protéger les citoyens et les entreprises qui y sont et protéger aussi le développement économique de cette partie-là du monde, et puis derrière permettre de mieux vivre et de ne certainement pas fermer les marchés, de ne certainement pas fermer effectivement les possibilités. On a régulé le monde de l'énergie, ça se passe pas si mal que ça. Donc pourtant il y en a eu des directives et des régulations. Il a beaucoup changé et finalement il s'est produit des choses qui sont pas si mauvaises que ça. Donc voilà, on doit pouvoir certainement changer. Et moi je maintiens qu'il y a de la place pour, en tout cas pour des entreprises européennes ou françaises, évidemment en partenariat avec d'autres, pourquoi pas, mais qui peuvent aller chercher des clients qui ont un intérêt comme nous, comme beaucoup d'autres clients à mon avis européens, à avoir des propositions, des offres qui sont opérées sur le sol européen pour nous permettre de bien vivre notre métier de tous les jours. Merci. Marc Mosset. Oui, le mot de la fin, c'est ça. Oui, évidemment, la question de la compétitivité est centrale. Le DMA peut être un très bon outil, et c'est pour ça que je le disais au tout début, nous le soutenons, même s'il y a des points sur lesquels on pense qu'il peut être amélioré, mais c'est tout à fait essentiel, notamment parce qu'il appréhende des business models qu'il faut réguler, notamment fondés sur la commercialisation de la donnée et à travers des outils d'intermédiation. Et c'est pour ça que j'insiste tout à l'heure sur le fait que les fournisseurs de cloud computing n'étaient pas dedans, parce qu'ils ont un autre business model qui ne commercialise pas les données et qui n'est pas dans la même logique. Donc le DMA, oui, est un outil de ce point de vue-là très utile, notamment, je pense qu'on l'a tous à l'esprit, par exemple sur les App Store. Nous, on avait rendu public des principes en octobre 2020 sur les App Store, sur les principes pour les App Store sur Windows 10. C'est important qu'il y ait des principes simples pour être sûr qu'il y ait une vraie compétitivité et qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait essentiel, y compris sur les questions d'interopérabilité. Donc, il y a dans le DMA vraiment des éléments qui permettront sans doute de rééquilibrer les choses avec de la régulation ex ante qui ne fait pas disparaître le droit de la concurrence, qui le complète. Et ça, c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Et c'est pour ça, encore une fois, que je pense qu'il faut éviter de mélanger les différentes notions dans ce texte. Et puis l'autre point, cette compétitivité, elle ne viendra pas que du DMA, bien sûr. Il faudra là aussi des investissements. Et ça, c'est tout à fait essentiel.
y compris industriels. Nous y prenons notre part avec les data centers que nous construisons en Europe. Et puis aussi avec les investissements dans l'éducation et la formation. Ça, il faut qu'on en soit tous conscients, ce sont des éléments essentiels sur lesquels on doit continuer à considérer la priorité de l'éducation et de la formation comme un élément central des politiques publiques si on veut vraiment que cette compétitivité se traduise dans les faits. Et donc, c'est un des éléments sur lesquels nous, en tout cas pour notre part, avec notre programme Tech Fit for Europe, nous allons continuer à nous engager. Et je pense que c'est là un des éléments, ce n'est pas le seul, mais un des éléments importants pour que l'Europe trouve toute sa place dans cette révolution industrielle que nous traversons. Merci. Alors, je propose de passer aux questions du public. Si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main, on vous donnera un micro. Non, c'est l'heure du déjeuner. C'est pour ça. Très bien. Une petite question peut-être ? J'ai vu une main se lever. Oui. Il y en a qui n'ont pas encore faim. Bonjour, merci. Pour le micro, Luc Bortolotti. C'est une question, Madame la députée. Moi, j'ai compris que la DMA protégeait principalement les citoyens, allait favoriser l'émergence d'une filière européenne sur le numérique. Mais en tant qu'entreprise qui cherche de l'efficacité sur des services numériques, qu'est-ce que, au fond, ça va réellement nous apporter ? Est-ce que vous voulez bien reformuler votre question ? Je ne la comprends pas. Le DMA fixe les règles de comportement à destination des gatekeepers, donc qu'on est défini par le nombre d'usagers et le fait d'être un opérateur de marché. Et donc, c'est censé aider les entreprises de services. Par exemple, on a évoqué les magasins d'applications. C'est censé permettre aux entreprises qui proposent des applications de pénétrer ces magasins d'applications sans être bridées parce que l'entreprise qui opère le magasin d'application a sa propre application proposant le service équivalent. C'est aussi que les règles d'accès à ces magasins d'applications soient claires, définies et réglementées pour que tout le monde soit traité de la même manière. C'est plutôt ça, si vous voulez, que le DMA poursuit comme but. Donc, c'est censé permettre aux entreprises du digital en Europe d'accéder au marché sans être freiné et bridé. Le consommateur final aura un service tout à fait satisfaisant, c'est le cas aujourd'hui, mais il aura plus de choix des services. Le digital est un avantage considérable pour l'utilisateur final, pour le particulier utilisateur final ou même pour l'entreprise utilisatrice finale, parce que la plupart des services digitaux sont quasi gratuits et sont en abondance en termes de qualité de service. Donc, c'est pas le sujet du consommateur pour le coup. Quand on parle de souveraineté, c'est une chose, mais quand on parle d'accès aux services, c'en est une autre. Par contre, le choix réel du consommateur, aujourd'hui, est très fermé parce que les gatekeepers ont cette possibilité de verrouiller l'accès à de la diversité et ou de la concurrence par rapport au marché particulier. Je ne sais pas si je suis claire et si ça répond à votre question exactement. C'est clair, j'ai compris ces deux avantages et pour le consommateur et pour les entreprises qui développent des services numériques. La question s'est portée plus sur les entreprises qui, elles, sont consommatrices de services numériques, l'avantage qu'elles peuvent avoir. Par extrapolation, on peut considérer que l'avantage des consommateurs peut être aussi un avantage pour ces entreprises, mais c'était plus sur ce sujet-là que portait ma question. Les entreprises consommatrices finales de services, c'est comme les particuliers, finalement, c'est le choix qu'elles auront qui sera beaucoup plus large. Et donc, l'organisation de la compétition dans le choix permet aussi l'innovation permanente puisqu'il y a une compétition sur le marché des choix. Mais à part cela, ça s'adresse vraiment plus aux acteurs du digital et la
coopération, l'organisation de la coopération entre les gatekeepers du digital et les autres entreprises du digital. C'est vraiment en B2B, si vous voulez, que les réglementations et l'interopérabilité et autres règles du jeu, comme la liste des actions interdites ou des actions autorisées, c'est une réglementation de la relation entre les professionnels. Merci. Pour peut-être compléter, si jamais, pour te donner un exemple, si jamais demain, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, si tu as un moteur de data mining de Google qui te plaît bien, qui fonctionne très bien, mais tu n'as pas envie de transférer toute ton infrastructure qui est déjà sur Azure, que tu puisses tirer profit du meilleur des deux mondes, quoi, en quelque sorte. Et donc le fait de pouvoir avoir à plusieurs étages la possibilité d'avoir de l'interopérabilité, eh bien, ça sera de nature à favoriser du coup des développements supplémentaires et donc du coup l'expression libérer les énergies en quelque sorte innovantes pour pouvoir avoir plus de choix et donc du coup pouvoir tirer une meilleure expérience utilisateur, que ce soit un utilisateur individuel ou un utilisateur de services numériques professionnels, de ce que l'innovation aujourd'hui a à offrir, quoi. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon. Alors, je vais ajouter un petit mot de remerciement quand même pour les intervenants qui ont bien voulu se prêter à ce jeu d'échange pour apporter de la lumière à un sujet d'actualité, comme je vous le disais. Merci beaucoup, c'était très éclairant, je pense que pour tout le monde. Merci également aux participants de nous avoir suivis et puis je vous laisse aller déjeuner. Au revoir.